Bonjour les matheux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est relatif aux nombres premiers, et en particulier au couple de nombres premiers jumeaux. Alors, pour vous parler de ce sujet, on va d'abord rappeler un petit peu ce que c'est qu'un nombre premier. Donc, les nombres premiers sont des nombres entiers qui ne sont divisibles que par un ou par eux-mêmes. On peut citer dans l'ordre 2, 3, 5, 7. Par exemple, si je prends 5, il est bien sûr divisible par 1. Il est divisible par 5, mais il n'est pas divisible par 2 parce que 5 sur 2, 2 fois 2, 4, il resterait 1. 5 sur 3, il reste 2. Donc 7, pareil, il n'est divisible par aucun nombre en dehors de 1 et 7, et ainsi de suite. Bon, vous voyez que le 4 n'est pas dans cette série. Pourquoi? Parce que 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc il y a bien un reste qui est égal à 0. Et 6 divisé par 3, bien, est divisible, ça fait 2, le reste est 0. Donc 6, 4 et 6 ne sont pas premiers. Et plus on avance dans la série, et moins ils sont nombreux. Alors, Euclide, qui est un grec qui a travaillé 250 avant Jésus-Christ, a travaillé déjà sur ces sujets-là, et il avait déjà démontré qu'ils étaient une infinité. Contre, il y a, vous remarquez que dans cette liste de nombres premiers, il y en a certains pour lesquels il y a une différence de 2. 5, 7, 11, 13, 17, 19. Par contre, vous voyez, 23, il y a pas 19, et il n'y a pas 21 et 23. Donc, des couples de nombres premiers jumeaux, ce sont des nombres premiers successifs dont la différence est 2. Donc, dans ce que je vous ai listé, il y a 7 et 5, 13 et 11, 19, 17. Plus on avance dans la série, et moins ils sont nombreux. C'est comme les nombres premiers. Plus on avance, moins ils sont nombreux, donc il y a de moins en moins de chances qu'ils soient séparés d'une petite quantité. Quand on se rend compte, quand on fait fonctionner ça sur des ordinateurs, on en trouve quand même. On en trouve de moins en moins, mais on en trouve quand même. C'est donc Alphonse de Polignac en 1849 qui a dit que il y en avait un nombre qui était infini, et comme personne n'a jamais démontré ça, ça s'appelle en mathématiques une conjecture. C'est-à-dire une conjecture, c'est quelque chose qu'on croit dur comme fer, mais qu'on n'a jamais démontré. Et on sait que les mathématiques, c'est quand même exact, et il faut démontrer. Donc voilà comment moi je travaille pour essayer d'avancer dans cette démonstration. Donc j'ai mis sur la ligne du haut 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est l'ensemble des nombres qui vont servir, avec lesquels on va diviser. Et puis ces nombres-là, ce sont les nombres dont on va chercher à savoir s'ils sont premiers ou pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans ces cases ici le reste de la division de celui-ci par celui-là. Et comme ça, on verra dans une ligne. Si dans une ligne, on n'a aucun zéro, c'est que c'est un nombre premier. Alors, si je divise 3 par 2, par exemple, le reste, moi qui veux faire ça manuellement, surtout mon triangle, que le 5, je vais devoir le diviser par le 2, par le 3, par le 4, et puis vérifier s'il y a un zéro dedans. Vous voyez que ça va être long. Donc je vais utiliser une fonction mathématique qui existe sur les tableurs, la fonction modulo. Et on verra après que le modulo, qui est un, revient assez souvent, donc j'utilise la fonction modulo, donc je mets égal mode de quoi? J'ouvre la parenthèse, mode de cette valeur-là, fleur. C'est ça, donc égal, égal mode, ça, virgule, ça. Je ferme la parenthèse et je retrouve le 1 que j'avais calculé à la main. Si je recopie vers le bas, bien sûr, ça marche pas parce que j'ai ce qu'on appelle des références qui ici sont des références relatives. Donc je vais modifier les références pour avoir des références absolues mais calculées intelligemment. Donc je vais mettre des dollars sur la colonne et des dollars sur la ligne. Et à ce moment-là, ma formule elle donne bien sûr le même résultat, mais on voit qu'elle est copiable partout. Je recopie vers là. Ça se copie. Et donc je pourrais remplir mon triangle comme ça. Je vais copier cette formule. Donc je vais effacer tout ça. Et puis je vais vous montrer maintenant le triangle quand il est fait, puisque on va pas passer le temps à le faire le même. Donc voilà, le triangle il est fait.
Si je prends le nombre 11, par exemple, dans ce triangle, ben, 11 divisé par 2, il reste 1, reste 2, il reste 3, reste 1, etc. Donc on voit qu'il n'y a pas de 0. 11 est un nombre premier, par rapport à la définition que je vous ai indiquée. Donc le triangle est rempli, un nombre premier n'a aucun 0 sur sa ligne. On remarque que la ligne diagonale du dessus, qui est celle-là, est une ligne de 1. C'est logique parce qu'on divise 3 par 2, donc 3 par 3 moins 1, par 4 moins 1, 5 par 5 moins 1, donc quand il divise n par n, ben le reste c'est toujours 1. Donc c'est normal que cette diagonale soit égale à 1. On remarque que sur chaque colonne, on voit ici par exemple 0, 1, 0, 1, 0, 1, ici 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, ici 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. On remarque que sur chaque colonne, on trouve une série ressemblant à z sur nz. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu mieux les maths et qui ont fait un peu d'arithmétique. Z sur nz, ça s'appelle l'ensemble des entiers modulo n. Et le n étant le chiffre qu'on a sur la colonne du. Donc la colonne 2, bah, c'est z sur 2z, c'est z sur 3z, et ainsi de suite. Et cela se répète à l'infini vers le bas et vers la droite, en le modulo de. Donc, je passe à la feuille suivante. Donc sur la feuille suivante, je parle maintenant des nombres premiers jumeaux. Alors, des nombres premiers jumeaux sont deux nombres premiers qui se suivent de deux unités, dont un plus grand que l'autre, puisqu'ils se suivent de deux unités. Je l'appellerai aîné de jumeaux. Et ça, c'est une nouveauté dans les méthodes, parce que j'ai jamais vu personne qui passait par ce biais d'aîné de jumeaux. Un nombre est aîné de jumeaux si on ne trouve aucun zéro sur sa ligne. Alors c'est là où ça devient intéressant si vous prenez le nombre 13. 11 et 13 sont des jumeaux. Si vous prenez le nombre 13, le nombre premier, donc il n'y a pas de zéro, mais en même temps, mis à part la dernière, faire un 2, on n'a pas de 2 ici, parce que si on avait un 2 là, 2 moins 2, ça ferait 0 ici, il y aurait un 0 sur le 11, et le 11 ne serait pas un nombre premier, un couple. Donc, un nombre est aîné de jumeaux si on ne trouve aucun 0 sur sa ligne, mais aussi si on ne trouve aucun 2 sur sa ligne, sauf l'avant-dernier caractère. En effet, donc s'il y avait un 2 sur la ligne des restes, le nombre de deux unités aurait un 0 et ne serait pas premier. Donc ça, c'est une première remarque qui est très importante et qui va nous servir pour la suite. Ensuite, on remarque une chose, mais que je ne vais pas trop expliquer parce que c'est connu en mathématiques et puis on prendrait trop de temps parce que la vidéo risque d'être quand même assez longue. Donc on remarque que sur chaque ligne, il suffit de s'arrêter à la racine carrée du nombre et de regarder ce qui se passe avant la racine carrée. Ça ne sert plus à rien. Si avant la racine carrée, on n'a pas de 0, et ben non. Et si avant la racine carrée, on n'a pas de 2, ben il est premier jumeau. Donc, je ne vais pas démontrer cette chose-là. J'ai simplement colorié en jaune les zones sur lesquelles il suffit de regarder. Si je prends le nombre 23, ben le nombre 23, j'ai 1, 2, 3 et 3. Donc, c'est un nombre premier. Après. Le nombre 22, par contre, ben, c'est 0, 1, 2, 2. Donc, comme il y a un 0 dans la zone, c'est pas un nombre premier. Donc voilà, je passe à la vidéo suivante, à la feuille suivante, qui est la feuille 5. Cette fois-ci, j'ai encore simplifié le triangle en retirant les colonnes du haut, certaines colonnes du haut, en retirant les colonnes dont le numéro en tête n'est pas premier. En effet, il ne sert à rien de vérifier le reste de la division des nombres non premiers. Si un nombre n'est pas divisible par 2, il sera encore moins par 4. Et s'il est divisible par 2, il ne nous intéresse pas de savoir s'il est divisible par 4. Donc vous voyez ici, j'ai gardé que 2, 3, 5, 7, 11, 13 et j'ai supprimé les colonnes. Donc ça, mon tableau est quand même un peu moins. Et donc, il y a toujours 4 chiffres à vérifier, mais disons qu'il y a, le tableau est simplifié. Alors il est moins triangulaire qu'il n'était avant, mais le tableau est plus simple. Alors, je passe à la feuille suivante maintenant. J'ai parlé de ces ensembles Z sur NZ. Alors, en mathématiques, ces ensembles ont une structure, on les appelle des groupes. Je ne vais pas non plus peut-être trop m'étendre.
À partir de maintenant, je vais supposer que je m'arrête à la colonne E, c'est-à-dire la colonne qui a le chiffre 7. Je vais donc supprimer les colonnes qui se trouvent après, et je vais me focaliser sur 2, 3, 5, 7. Je vais combler les valeurs qui sont en haut en remontant les formules vers le haut jusqu'à la ligne 0. Jusqu'à la ligne où il y a un 0 ici. Le tableau va devenir rectangulaire. On remarquera que toutes les valeurs utiles au nombre premier mots sont conservées. C'est-à-dire qu'en remontant mes formules ici, bon, je vais mettre des choses là-dedans, mais ça ne va pas changer ce qu'il y a là-dedans. Donc le 23, il sera toujours premier dans ma nouvelle formule. Donc je passe à la suivante, où là j'ai remonté les cellules vers le haut, et j'ai toujours mon 23 qui est premier, vous le voyez ici. Alors, donc j'ai supprimé les colonnes après la colonne 7, et j'ai remonté les modulos sur la ligne 2. On a un ensemble, alors j'ai essayé de m'amuser à voir à quoi ça ressemble un peu cette affaire-là. On a un ensemble qu'on pourrait comparer à un cadenas. Vous imaginez un cadenas avec 4 roulettes. La première roulette, ben, il y a un 0 et un 1, puis quand on tourne, on revient au 0, et on retourne, on revient au 1. La deuxième roulette, il y a 0, 1, 2, et puis quand on tourne, ben, si on est à 0, on passe à 1, puis on passe à 2, puis on passe à 0. 5, pareil, et 7, même principe. D'accord? Donc la roulette 2, elle a 2 positions, la roulette 3, elle a 3 positions, 5 positions, et la roulette 7, elle a 7 positions. Et en fait, les mouvements qu'on ferait à ce cadenas, ça consisterait non pas à tourner une roulette toute seule et pas les autres, ça consisterait à partir de 0, 0, donc on met le cadenas sur 0, 0, et puis on tourne toutes les roulettes en même temps une fois. Donc vous voyez que je pars de 0, 0, puis ensuite je passe à 1. Si je tourne encore toutes les roulettes d'une fois, bah bien sûr, 0, 1, le 1 il repasse à 0. Par contre ici, il passe à 2. Donc si je continue à retourner une fois mes roulettes d'une case, bah, le 0 passe à 1. Le 2, comme c'est modulo 3, il passe à 0. Par contre là, bah, 3 et 4. Si je déroule ainsi de suite, je vais retrouver tous ces nombres-là. Donc, les mouvements de cadenas consistant à tourner toutes les roulettes de une unité, modulo la numéro de la colonne. Voilà. Donc, pour expliquer ce petit jeu des cadenas, je vais passer à la 8. Alors, si on fait maintenant un peu de mathématiques, quand même, parce que je dis deux, mais jusque maintenant, j'ai pas fait beaucoup de maths. Alors, le groupe que j'ai ici, ça s'appelle, c'est un groupe produit, c'est le produit de Z sur 2Z, des modulos, Z sur 3Z, jusque Z sur 7Z. On voit apparaître un ensemble, sorte de vecteur à 4 composantes, j'aime pas le mot vecteur, mais enfin bon, les mots qu'on veut, si on sait les expliquer. Et je vous réindique ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on commence par 0, 0, ensuite on a 0, 22, etc. L'opération plus, qu'on appellera comme une addition particulière, elle consiste à ajouter les vecteurs modulo à chaque colonne. On peut de gauche, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on ajoute, ça fait. Puis, en fait, si on copie vers le bas jusqu'à la ligne 210, et ben on trouve qu'on recommence à zéro. Hein, c'est-à-dire, je l'ai fait là-dessus, donc je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. On y arrive, voilà. Vous voyez, la ligne 209, j'ai 1, 2, 3, 4, 6. J'ai 1, 2, 4, 6. Et puis la ligne 210, je repars à zéro. Et puis bien sûr, comme c'est un groupe, ben, je pionne, je repasse à 1, je 2, et voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, je vais passer à la vidéo suivante. Alors, je continue donc un peu quand même. Donc j'appelle G l'ensemble de 210 éléments numérotés de 0 à 209. Le nombre d'éléments, c'est un, j'aurais dû mettre un D, c'est le PPCM, le plus petit commun multiple, de D3, 5, 7 que j'ai mis ici, c'est-à-dire 210. Il est facile de démontrer que cet ensemble est un groupe abélien, c'est-à-dire que bon, la définition d'un groupe, c'est qu'il y a une opération, celle qu'on a définie, qu'il y a un élément neutre, etc., etc. C'est un groupe abélien, c'est-à-dire si j'ajoute deux éléments A plus B ou B plus A, ben, je vais trouver le même résultat. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que
on fait en tête des nombres premiers dont la dernière colonne est 7 ici. D'accord. Mais comme on n'a rien changé dans notre tableau des restes ici, eh bien, ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il suffisait de la racine carrée, quand on cherchait si un nombre était un grand nombre premier, ben, il suffisait d'aller voir dans le tableau des restes, mais de s'arrêter à la racine carrée de ce nombre. Et on avait là toute l'information nécessaire. Donc en fait, j'ai un tableau qui va jusque 7, mais j'ai l'information de la primalité et des aînés de jumeaux jusque 49. C'est-à-dire que si ça, par exemple, 19, ben, j'ai pas de 0 et j'ai pas de 2, eh ben, j'ai beau faire un tableau jusque 7, dans ce tableau, j'ai l'information sur 19, comme quoi 19 est un aîné de jumeaux. 7, c'est un nombre premier, mais c'est pas un aîné de jumeaux. Pourquoi? Parce que le 15, il est pas. Donc, j'ai cette information-là. Je vais donc passer la vidéo. La feuille 10. Donc là, ça va se compliquer, ça devient vraiment des vraies mathématiques. Vous voyez ce tableau, donc jusque 7, et puis on imagine qu'on a l'information pour savoir si les nombres qui suivent, jusque 49, sont premiers ou pas. On va maintenant imaginer que nos colonnes du haut vont jusqu'au nème nombre premier, soit xn ce nombre. Donc j'ai mis des colonnes ici, ça devient monstrueux puisque c'est un nombre n. On aurait alors, si je suis le principe, l'information entre xn et xn carré. On a donc une plage intéressante à analyser qui s'appellerait plage de n, qui serait égale, dont la longueur, la quantité d'individus qu'il y a dedans, ça serait xn carré, le dernier, xn, le premier. Donc ça serait cette plage-là. On peut obtenir un nombre minorant du nombre de nombres premiers dans cette plage. En effet, dans cette plage, je sais que sur la première colonne, ben, j'ai un zéro sur deux individus. Donc, si je prends la longueur de la plage, la quantité d'individus dans la plage, que je la multiplie par 1,5, ben, j'ai retiré tous ceux qui ont un zéro dans la colonne 1. Bon, bien sûr, ça suffit pas, parce que dans la colonne 2, il y a aussi des zéros. Donc, pour retirer ceux qui ont un zéro dans la colonne 2, ben, je vais multiplier par 2 tiers, puisqu'en fait, dans la colonne 2, il y a, il y a deux nombres, puisqu'il y a un zéro, il y a 0, 1 et 2, donc 0 et 1 sont plutôt 2 et 3 sont bons, donc en fait je vais multiplier par 2 tiers pour retirer tous ceux qui, il y a qu'un zéro plutôt dans cette série, donc je vais multiplier par 2 tiers pour retirer tous ceux qui ont un zéro en colonne du nombre premier 3. Et ainsi de suite. Pour la colonne où il y a 5, ben comme j'ai qu'un zéro sur 5 possibilités, je vais multiplier par 4 cinquièmes, ceux qui ne sont pas zéro, il y en a 4 cinquièmes. Et ainsi de suite, j'ai une queue Pn. Alors là, j'arrive à une formule qui est quand même assez compliquée, c'est que le chiffre, la quantité Pn, est égal à xn carré moins xn, c'est-à-dire la plage, multiplié par le produit de 1 jusque n des xi moins 1 sur les xi. Le premier, ça va faire 2 moins 1 sur 2, c'est-à-dire un demi. Le deuxième, ça va faire 3, 3 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 2 tiers, etc. Donc voilà la formule qui me donne cette approximation. Alors ce que je vais quand même vous indiquer, sans trop aller le démontrer non plus, parce que ça serait trop long, c'est qu'en fait le Pn que je trouve ici, donc c'est une évaluation de l'ensemble des nombres premiers que j'ai dans mon groupe, entre xn et xn carré, c'est un minorant que dans la manipulation de compte ici, je retire plusieurs fois ceux qui ont des zéros dans plusieurs colonnes, parce que quand je retire un demi, si j'ai par exemple ici le 12, j'ai deux zéros. Quand j'ai retiré ici en multipliant par un demi, j'ai retiré celui-là. Mais quand je vais passer à cette colonne, je vais le retirer une deuxième fois, puisque je vais retirer ceux qui n'ont pas zéro. Donc il y a des qui ont été retirés plusieurs fois. Mais moi, ça ne me gêne pas. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'il y en a. Et si j'ai un nombre qui est un minorant, bah, c'est déjà pas mal. C'est suffisant. Je préfère avoir un minorant qu'un majorant. Donc ce Pn, c'est un minorant des nombres premiers que j'ai entre xn et xn carré. On a vu ça, donc je passe à la feuille suivante.
compliqué un peu. Maintenant, je travaille sur les jumeaux. On a toujours nos colonnes du haut, qui vont du énième au énième nombre premier, c'est-à-dire xn ce nombre. On a une plage qui est toujours la même plage que tout à l'heure. On peut obtenir un nombre minorant du nombre d'aînés de jumeaux dans cette plage. On va utiliser le même principe que tout à l'heure. On multiplie la plage par 1,5, puisque coûte que coûte, il n'y a pas de 2 ici, donc ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de 0. Donc on multiplie par 1,5 pour retirer ceux qui ont un 0 en colonne du nombre premier 2. Puis on multiplie, cette fois-ci, non pas par 2 tiers, mais par 1 tiers. Parce qu'on va retirer ceux qui ont un 0, mais aussi ceux qui ont un 2, en colonne du nombre premier. Puis après 3 cinquièmes, puis 5 septièmes, et ainsi de suite. C'est-à-dire que sur ces trucs de cadenas ici, ben on retire deux valeurs qui sont la valeur 0 et qui sont la valeur 2. Donc on appelle AN le nouveau nombre trouvé, la nouvelle quantité trouvée, et AN est un minorant, donc vous voyez que c'est xn moins x, xn carré moins xn sur 2, puis pi de i de 2 jusque n, de xi moins 2 sur xi moins 1. On avait des 1 ici, maintenant on a des 2. AN est un minorant car dans notre manipulation, nous retirons plusieurs fois ceux qui ont des, la petite coquille, des 0 et des 2, dans plusieurs colonnes en même temps. Donc voilà, on a vu cette chose-là, je continue à avancer. Là, ça se complique quand même un peu, donc ça c'est le AN. C'est-à-dire c'est quand même intéressant, c'est que je sais qu'entre un xn et un xn carré, entre un xn et un xn carré, euh, eh bien j'ai cette quantité-là. Le problème de cette quantité, c'est qu'on a une partie qui tend vers l'infini, hein, xn carré. Bon, ça tend vers l'infini, mais on a une autre qui tend vers 0. Plus vite un nombre, moins 2 sur ce même nombre, bah plus c'est petit et ça tend vers 0. Donc maintenant, il faut démontrer que AN est une suite croissante. Parce que sinon, je pourrais pas démontrer une infinité de couples. Que AN, je vous dis, c'est la quantité d'aînés. Donc chaque aîné, il y a un couple. Donc elle est faite de deux parties dont une tend vers l'infini et l'autre tend vers 0. Nous devons donc résoudre cette indétermination. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette indétermination? Bon ben, on calcule AN plus 1 moins AN. Donc, n plus 1 carré, oui, de n plus 1, et puis c'est l'application de cette formule, mais pour n plus 1 moins n. On voit qu'ici, on a deux produits. D'accord. Le problème, c'est que c'est très compliqué de faire ce truc, parce que xn plus 1 moins xn, ça fait des formules monstrueuses et compliquées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore minimisé, parce que ça suffit de minimiser. Si le minimum tend vers l'infini, celui qui est plus grand, il va tendre aussi. Donc, je minimise encore en remplaçant xn plus 1 par xn plus 2. Puisqu'en fait, on sait que ça minimise car les nombres premiers sont au moins distants de 2. Donc, si je disais que c'est une xn plus 2, je serais inférieur à la réalité. Donc, j'obtiens finalement une nouvelle formule qui est an plus 1 moins an minimisée. Et la formule est quand même un petit peu plus simple que celle du haut. Je trouve un élément ici qui est le produit de 2an de moins 2 sur xi, puis le polynôme qui est que le 12 est bon parce que les calculs sont tellement... Mais c'est pas grave parce qu'en fait, l'important c'est pas de savoir exactement ce qu'il y a dedans, c'est de savoir si ce truc-là il est positif ou pas. On a maintenant un produit de deux facteurs dont chacun est positif, puisque ça tend vers 0, mais c'est positif quand même. Puis le deuxième facteur, ben, on a un polynôme, un carré qui est plus grand que le reste, et donc ça c'est positif, ça. Donc ça, xn est positif, xn carré est positif, donc tout ça c'est positif. Donc on a maintenant un produit de facteurs dont chacun est positif, donc quand n tend vers l'infini, le nombre d'aînés de jumeaux tend aussi vers l'infini. Et par ricochet, le nombre de couples de jumeaux tend vers l'infini. Voilà donc ce que je voulais démontrer. Je suis allé un peu vite sur certaines phases, mais bon, l'objectif c'était de laisser une trace et puis d'essayer d'expliquer. J'en ferai peut-être une vidéo un petit peu plus fine, mieux fait plus tard, mais enfin voilà. Merci pour ceux qui ont tenu l'écoute jusqu'au bout. À bientôt.